pour ce dernier épisode de la thématique de la psychocriminologie. Je laisse la parole aux internautes et surtout à leurs questions. Tout du long du mois de février, j'ai récolté dans vos commentaires quelques interrogations qui restaient, certaines un peu personnelles, d'autres plus généralistes, et je vais m'employer ici à vous éclairer du mieux que je peux. La première question, c'est quel est le plus grand mythe concernant les criminels? Alors cette question, elle est intéressante, d'ailleurs elle est très rarement posée en interview, et la réponse est assez simple. Je pense que le plus grand mythe sur le criminel, c'est de penser qu'ils sont différents de nous. En fait, on a très longtemps, et surtout dans les siècles derniers, associé le crime à la folie ou à quelque chose qui relèverait du mal, du diable, donc ce fameux monstre dont je parlais dans les épisodes précédents. Or, quand on s'intéresse aux statistiques et surtout à la réalité du terrain, on se rend compte que les crimes dits par folie, donc qui juridiquement sont considérés comme irresponsables, sont extrêmement rares, ne concernent qu'une toute partie des crimes et que, à l'inverse, tout ce qui va relever du crime ordinaire, donc de la personne ordinaire sans trouble psychiatrique, est beaucoup plus importante. Donc, on se retrouve avec des passages à l'acte meurtrier faits et commis par des personnes qui n'ont pas de passé criminel, forcément, ni de passé psychiatrique. Donc ce que j'appellerais un petit peu les gens lambda, les gens comme vous et moi. Comment l'expliquer? C'est assez simple, ça. À partir du moment où qu'on arrête de scinder le bien, le mal, le gentil, le méchant, il y a tout ce qui va concerner le comportement humain. Nous restons soumis à des instincts très animaux, que sont la violence, l'agressivité, motivés par différentes choses. Mais en tout cas, dans les passages à l'acte, ce que l'on va retrouver le plus souvent, c'est des débordements émotionnels, des trajets de vie avec des facteurs environnants qui font que la personne, sans l'avoir forcément prémédité, se retrouve face à quelque chose d'inextricable pour elle et la pousse à passer à l'acte. C'est évidemment très souvent dû à un émotionnel débordant, comme la jalousie, l'amour, la rancœur, le sentiment d'infériorité, bref, le besoin de se faire justice quelque part et de reprendre le contrôle. Donc oui, les criminels ne sont pas différents de nous pour la plupart, si l'on met évidemment de côté tout ce qui va relever du passage à l'acte délirant, dû au psychotique. La deuxième question qui m'est posée, c'est de savoir si le psychocriminologue va beaucoup sur le terrain. Alors j'ai envie de dire, ça dépend de plusieurs choses. Déjà, on n'est pas saisi sur toutes les affaires. Il faut qu'il y ait un intérêt à une lecture psychocriminologique. Donc tout ce qui va considérer l'école blanc, la criminalité organisée, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, ne concerne que très rarement l'avis du psychocriminologue. Il faut qu'il y ait de la pulsionalité, il faut qu'il y ait du sexuel, bref, quelque chose qui relève d'un mobile pas toujours facilement identifiable. Les affaires sur lesquelles on est le plus à même de se déplacer, ça va être tout ce qui va concerner les violences sexuelles, je pense notamment les viols sériels qui concernent l'OCRVP, les crimes dits complexes, c'est-à-dire que rien n'amène les services de police locales à se diriger vers tel ou tel suspect. Ça va être également tout ce qui va concerner les affaires d'actualité. Je pense notamment aux disparitions d'enfants, donc avec un potentiel infanticide, et des meurtres violents souvent médiatisés dont le suspect n'est pas encore identifié, pareil par les services locaux. Donc moi, dans ma carrière, si je devais faire un bilan des déplacements, la plupart sont au moment des auditions de suspects ou des victimes elles-mêmes, et donc c'est vraiment une aide à la pratique policière à essayer en amont de préparer une audition efficiente qui permettrait soit de disculper le suspect, soit d'amener des aveux. On peut être amené également à aller sur le terrain pour tout ce qui est perquisition, donc au moment de la garde à vue, juste avant. Là aussi, c'est intéressant parce que de rentrer dans l'intimité de ces personnes que l'on va interroger derrière nous livre souvent beaucoup d'informations. Les scènes de crime, pour le coup, sont extrêmement rares puisque, encore une fois, l'OCRVP arrive en deuxième intention, donc le crime a déjà été commis, soit quelques jours avant, soit quelques mois voire quelques années avant lorsqu'on est sur les colcaises. Donc le terrain va aussi beaucoup dépendre du chef de service que l'on a.
Il y a des chefs de service qui sont très proactifs, qui fait que l'on va sur le terrain, notamment sur, les affaires médiatisées, très rapidement pour rencontrer les équipes sur place, pour voir un petit peu, ce qui s'est passé et les informations qu'on peut récolter. Ou à l'inverse, on peut avoir une autre stratégie d'utilisation de ce service et se pencher plutôt sur les cold cases. Et dans ce cas-là, on est, très, très rarement sur le terrain. Alors la troisième question qui m'est posée et qui finalement rejoint, la précédente, c'est: «Est-ce que j'ai déjà eu peur sur le terrain?» Alors il faut savoir que je suis quand même une grosse peureuse. Je suis assez angoissée, mais globalement, le psychocriminologue n'est pas mis spécialement sur le devant de la scène. Le terrain que l'on fait, comme je l'ai dit, se limite aux perquisitions, donc aux arrestations, aux auditions, et à la limite, j'ai plus été, dans un sentiment d'insécurité quand je travaillais en commissariat et que je pouvais accompagner certains collègues pour faire des annonces d'essais ou pour, aller, s'occuper du voisinage quand il y avait eu un homicide et cetera. Parce qu'on se retrouve avec eux dans la rue. Parfois, ils sont victimes, d'animosité, et c'est vrai que par moments, on peut se sentir en insécurité. On nous a fait faire d'ailleurs à ce propos, une sorte de gilet tactique avec écrit psychocriminologue. Un, pour qu'on soit facilement identifiable, notamment par les médias quand on se déplaçait, mais également aussi par les gens aux alentours. Pour autant, on n'avait pas de gilet pare-balles comme les policiers. On n'est pas non plus armé pour se défendre, donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de vulnérabilité, mais généralement les collègues sont suffisamment entraînés, gardent leur sang-froid et c'est finalement assez sécurisant pour nous. À l'inverse, étant experte pour la justice depuis plus de 10 ans, je me suis plus retrouvée dans des situations très inconfortables, voire anxiogènes, lorsque l'on fait des entretiens pour des expertises en prison. C'est vrai qu'on peut se retrouver, dans un petit box de 3 mètres carrés, face à face avec un criminel, un violeur, un tueur, et cette proximité sans qu'il y ait autour de nous, un gardien ou un policier fait qu'il arrive qu'on se sente vulnérable. Moi, je me souviens d'une histoire, où j'avais dû, faire une expertise d'un homme qui était sorti de l'hôpital psychiatrique et qui, à sa sortie, a pris le métro et s'est jeté sur une jeune femme et a tenté de la violer. Donc quand je vais le voir en prison, il est bien spécifié sur, cette OCE, cette ordonnance de commission d'expertise, que je dois être sous la surveillance d'un gardien. Sauf que en pratique, lorsque vous arrivez en prison, il y a effectivement un gardien, mais il y a 10 box, ce sont les box d'avocats que l'on utilise en tant qu'expert, et il y a pas toujours la surveillance adéquate et évidemment, on n'a pas un gardien par box. Donc je me retrouve seule avec lui et celui-ci commence un petit peu à me parler de son enfance. Je le sens très animé, très volubile, je comprends un petit peu la moitié de ce qu'il dit parce qu'il parle extrêmement vite, voire il emploie des mots qui sont totalement inventés, donc il s'avérera assez rapidement que c'est un schizophrène et qu'il est, en partie délirant. Donc à un moment donné, je lui parle un peu de sa mère, il commence à devenir, très énervé avec des yeux, vraiment noirs comme on peut voir dans les séries, en me disant qu'il faut pas que je parle de sa mère et que c'est Tchétane. Donc il fait référence au diable ou à ce qui peut, être, autour de choses diaboliques ou malsaines. Donc je sens que le sujet de la mère, n'est pas forcément exploitable, que ça va être très difficile d'élaborer avec lui, donc on parle d'autre chose et on arrive à un moment donné à devoir parler de son passage à l'acte, donc cette fameuse tentative de viol. Et à ce moment-là, cette personne commence à s'exciter, littéralement, hein, et physiquement, c'est-à-dire qu'elle commence à mettre ses mains entre ses jambes et à se frotter, répéter, de plus en plus fort, qu'il a besoin de baiser, baiser, baiser. Donc je me suis sentie effectivement assez vulnérable. J'ai très vite changé de sujet et finalement ces dérapages sont arrivés de plus en plus fréquemment. Un entretien généralement en tant qu'expert dure entre 2 et 3 heures. Celui-ci a duré 30 minutes parce que j'ai senti que, l'excitation sexuelle qui était la sienne est a priori assez incontrôlable, et c'est aussi pour ça qu'il était, incarcéré, fait que je prenais quand même beaucoup de risques à, vouloir, continuer cet entretien coûte que coûte. Et de toute façon, il s'est avéré que c'était quelqu'un de délirant puisque outre ce que je viens de vous expliquer, lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans la vie, il m'a dit qu'il voulait inventer une ville, qu'il avait un permis piéton et vélo, bref, des petites anecdotes qui m'ont très vite fait penser qu'on était quand même avec quelqu'un de pas très sain d'esprit pour le coup. Donc oui, ces moments-là sont assez anxiogènes, mais je pense que c'est aussi beaucoup l'environnement.
de se retrouver comme ça, seule à seule avec quelqu'un et notamment lorsqu'il y a des troubles psychiatriques. Sinon, globalement, en prison, les choses sont assez sécurisées et les criminels ont quand même peu de raisons de passer à l'acte au moment où ils sont en attente de leur procès, ce qui pourrait quand même les desservir. Donc si certains d'entre vous hésitent à faire ce métier en se demandant si, oui ou non, ils seront, capables, d'aller sur le terrain, rassurez-vous, il y a quand même très peu de raisons, d'être en danger. Alors toujours sur, mon expérience, m'est posée cette question de savoir quelle est l'affaire qui m'a le plus marquée. Alors j'avoue que c'est toujours très difficile pour moi de répondre à cette question. C'est comme si un peu on me demandait, quel est ton livre préféré, ton film préféré? Il y en a beaucoup qui m'ont plu et au niveau des affaires, c'est pareil, il y en a quand même plusieurs qui m'ont marquée. Généralement, je fais quand même le choix de l'affaire Fiona, qui est donc une affaire d'infanticide dans laquelle j'ai été impliquée du début à la fin et qui surtout a fait écho chez moi à beaucoup de choses puisque, je venais récemment d'être maman et c'est en rentrant de mon congé maternité que l'on m'a placée sur cette affaire. Cette affaire, elle m'a marquée, bien évidemment parce que c'était le crime d'une petite fille de 5 ans et que, quand j'ai vu ces photos, quand j'ai vu les films, on voit une petite fille pleine de vie et on se dit que c'est dramatique qu'elle ait pu mourir de la main de ses parents, même si au début on n'en est pas très certain. Et finalement, elle m'a marquée surtout pour ça, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec la mère de Fiona et que toute une partie de moi résistait énormément à l'idée qu'elle ait pu être complice ou responsable de la mort de sa fille. J'étais face à une mère qui était très infantile, très immature, très petite fille aussi et j'avais du mal à imaginer que cet instinct maternel qui habite, énormément de mères, mais pas toutes, pouvait finalement tourner la page extrêmement rapidement sur la mort de sa fille. Et avec le recul, je me suis dit que cette immaturité, finalement, l'amenait à considérer ses enfants un petit peu comme des poupées, c'est-à-dire on joue avec des poupées, on les adore, on les habille, on les coiffe, et arrivé à un moment, s'il y en a une qui se casse, qui perd un bras, on en change. Et donc cette maman, elle avait cette fille de 5 ans qui avait disparu, sa petite sœur de 2 ans et demi et elle était enceinte du troisième. Mais je dis pas que ses enfants étaient interchangeables pour elle, mais globalement, il lui en restait 2. Et accepter ça, se rendre compte de ça, a été extrêmement marquant et ça a été un petit peu un virage, je pense, dans ma profession parce que je me suis rendu compte que j'étais soumise à beaucoup de jeux d'identification. Bien évidemment, je me suis identifiée à cette maman, je me suis imaginée perdre mon enfant, puisqu'au début, on pensait à un enlèvement et je me suis dit: «Mais je ne pourrais pas réagir comme ça». Enfin, moi, je camperais devant le commissariat, je serais avec eux dans la voiture, je chercherais ma fille partout. Donc c'était très difficile d'admettre qu'on pouvait réagir différemment, première chose, et ça ma pratique en victimo me l'avait déjà un petit peu démontré. On réagit pas tous pareil à des choses, dramatiques, mais cette étape du dessus que de se dire: «Elle a perdu son enfant et globalement ça ne lui fait ni chaud ni froid», était difficile intellectuellement à digérer. Donc oui, cette affaire m'a beaucoup marquée pour ça, parce que j'ai été confrontée à quelque chose qui m'était totalement étranger. Et encore une fois, le métier de psychocriminologue, c'est réussir à se mettre dans la tête des criminels, dans le sens essayer de comprendre leur comportement, évidemment leur mobile, et la façon dont ce passage à l'acte vient répondre à quelque chose. Alors, cette mère a été considérée comme complice lors du jugement. Je ne pense pas, et la justice ne pense pas que c'est elle qui ait commis ce crime. Néanmoins, elle a aidé son compagnon à le couvrir. Donc ça, c'est un élément important. Néanmoins, ça ne retire pas toute sa culpabilité et ça ne nous empêche pas de nous questionner sur la facilité qu'elle a eue face à la perte de son enfant et surtout qui est morte dans des conditions dramatiques. Et c'est là où c'est intéressant et quand on se reprend, quand l'évidence nous marque que cette femme est responsable de la mort de sa fille, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue. Et elle, en l'occurrence, ce qui se jouait, c'était une dépendance affective extrêmement forte pour son compagnon d'ailleurs qui la battait régulièrement. Et je fais une petite parenthèse, la thématique du mois de mars portera sur les violences conjugales et ce lien toxique qui unit un auteur à sa victime, mais aussi l'inverse. Et là, on était exactement là-dedans, c'est-à-dire que cette jeune femme était soumise à un contrôle coercitif extrêmement fort, mais elle était aussi extrêmement dépendante de son partenaire. Donc l'idée même de le quitter, l'idée même de le dénoncer ou d'imaginer la rupture et la séparation était pour elle insupportable.
Alors ça m'amène à cette, autre question qu'on m'a posée: «Est-ce que tu vas écrire la suite de ton livre Psychologue du crime?» Alors oui, c'est en projet, ça fait, très longtemps qu'avec, Florent Guattarias, mon co-auteur, on a, réfléchi à écrire une suite, encore plus maintenant qu'on a quitté tous les 2 les services de police et cette fameuse affaire Fiona, fera partie d'une des histoires que l'on veut raconter. Donc c'est en projet, le plan est déjà fait, mais il reste plus qu'à rédiger et c'est ce qui prend le plus de temps globalement. Alors toujours me concernant, vous avez été plusieurs à me poser cette question: «Pourquoi avoir quitté les services de police?» Alors j'ai hésité à y répondre parce que l'idée c'est pas de soulever des polémiques. Je vais quand même dire et d'ailleurs, ça va concerner tous ceux qui souhaitent à un moment donné, intégrer un service, comme le mien. Ce qui est le plus difficile dans cet emploi, c'est pas tant de traiter avec, des criminels ou des victimes, c'est pas tant d'être confronté à la souffrance, des autres, même si, ça peut être usant, mais c'est le milieu institutionnel qui, sur la durée, est quand même extrêmement dur à tenir. Je me souviens des cours à la fac qu'on avait justement sur le milieu institutionnel, la psychologie dans les institutions, que je suivais que d'une oreille parce que je les trouvais, à l'époque très peu intéressants. Je les ai relus il y a pas longtemps parce que je suis assez, conservatrice et je garde tout. Bah, la lumière a été faite sur, beaucoup de mon vécu. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Alors je ne sais pas s'il y a des qualités indispensables. En tout cas, il y a les qualités que doit avoir tout psychologue, c'est-à-dire cette capacité à écouter l'autre déjà et non pas juste l'entendre, écouter ce qu'il dit, les mots qu'il choisit, les émotions qu'il y met, écouter son histoire. Donc c'est s'intéresser à l'autre profondément, peu importe qui l'a commis, ça c'est la deuxième qualité, c'est-à-dire se départir de son jugement. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, on est là pour comprendre un comportement humain défaillant. Donc c'est pas toujours évident et je pense que plein de gens n'en sont pas capables et n'ont surtout pas envie de l'être. Donc voilà, c'est réussir à pouvoir écouter un pédophile sans le juger, un violeur sans le juger, un père de famille qui aurait tué sa femme et ses enfants sans le juger. La justice est là pour le juger, nous on est là pour le comprendre et aider la justice à le comprendre. Donc c'est facile dit comme ça, mais en pratique, c'est pas toujours évident de mettre ses émotions de côté et de ne pas tomber dans la compassion du côté des victimes ou dans le rejet du côté des auteurs. On en revient à cette fameuse empathie dont j'ai longuement parlé dans ces 3 épisodes, qui est la capacité intellectuelle à se mettre à la place de l'autre. Donc ça, pour moi, c'est les 2 qualités les plus importantes. La troisième serait évidemment d'être patient, parce qu'il faut savoir que le milieu judiciaire, c'est un milieu extrêmement lent. Parfois, vous êtes en train d'écrire un rapport, vous attendez des résultats, d'autopsie, des résultats de prélèvements, ce genre de choses et il peut se passer plusieurs semaines avant de les avoir, donc c'est quand même extrêmement long, mais je pense que c'est surtout les policiers qui sont le plus embêtés par rapport à cette lenteur administrative, mais il faut être patient et il faut aussi être patient dans ce relationnel qu'on va tisser aussi avec ses collègues, puisque c'est 2 métiers qui se rencontrent, celui de policier et celui de psychologue et que, c'est pas toujours évident. On parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes champs de compréhension, on n'a pas forcément les mêmes motivations vis-à-vis d'une affaire criminelle, donc c'est pas toujours évident et pas toujours compatible. Donc naturellement, on me pose la question de savoir si un psychocriminologue est policier ou si il est libéral à côté. Alors ni l'un ni l'autre. Les psychocriminologues, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui dans les forces de l'ordre, ne sont pas du tout policiers. C'est-à-dire qu'on fait partie des services de police, on a une carte de police, mais on n'a pas de pistolet et on n'a pas évidemment de menottes ni quoi que ce soit d'autre ou de gyrophare sur sa voiture. Bien, des fois ça pourrait être utile. Donc, on fait partie des services de police et ça s'arrête là. Il n'y a pas, à ma connaissance, de psychocriminologue en libéral qui est consulté par les services de police. Ça, c'est ce qu'on voit dans les séries. Est-ce qu'il y a aussi d'autres, métiers qui pourraient être sollicités par les services de police? Oui, en tant qu'expert, notamment par la justice, quand il y a des choses très particulières sur des affaires criminelles. Sinon, à part ça, la police, travaille avec, ses services à elle ou, ce que la justice lui demande.
La dernière question qui va concerner plus particulièrement les étudiants qui se prédestinent à ça, c'est vaut-il mieux passer un master 2 de psychologie clinique, donc assez généraliste, ou un master 2 directement spécialisé en psychocriminologie? Alors, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1. Bien évidemment, à mon sens, c'est quand même plus intéressant et plus formateur d'avoir un master 2 de psychologie clinique bien généraliste qui vous permet de comprendre la maladie mentale, les déviances, les problématiques de développement humain, bref, tout ce qui va concerner les comportements, plutôt que de se spécialiser directement en psychocriminologie. Je pense qu'il vaut mieux faire un master généraliste et après se spécialiser dans un second temps en école privée ou en DU, dans cette discipline-là. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions que les internautes m'avaient posées. N'hésitez pas sur les prochaines thématiques à poser vos questions dans les commentaires. Je les utiliserai pour ce dernier épisode qui clôt un peu chacune de mes thématiques. J'espère que la psychocriminologie, ou en tout cas le métier de psychocriminologue, n'a plus de secret pour vous. Je ne sais pas si j'ai réveillé des vocations, si j'ai déprimé d'autres qui se disent waouh, c'est pas fait pour moi. En tout cas, on se retrouve mardi prochain à 17h et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.